Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 5 mai 2023. Le dernier SmackDown juste avant Backlash 2023, du coup, s'est déroulé à San Juan, Puerto Rico. Et on commence directement le show avec la LWO qui font leur arrivée. On a Rey Mysterio qui va dire qu'il pense personnellement que Zelina Vega va devenir championne, etc. etc. Jusqu'au moment où on aura du coup Judgment Day qui vont les interrompre. Comme d'habitude, grosse tension entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio. D'ailleurs, c'est un petit peu incohérent de continuer là-dessus. Surtout que bientôt ça va se terminer dans la logique, puisque tous les deux ont des rosters différents. Donc je comprends pas trop où ils veulent en arriver avec tout ça. Et du coup, tout ça, ça va nous mener à un match mix dans le main event de SmackDown qu'on aura un peu plus tard dans la soirée, logique, vu que c'est dans le main event. Mais entre-temps, on a plusieurs matchs avant ça et plusieurs segments, puisqu'on a du coup un tag team match entre The OC, Karl Anderson et Luke Gallows, du coup accompagné par Mia Yim et par AJ Styles, il me semble. Et ils ont affronté du coup les Viking Raiders en petite revanche de la semaine dernière, même si euh, c'est pas méga grosse revanche, c'est pas un vrai programme, c'est juste un petit truc qui s'est passé la semaine dernière. Victoire de Z aussi, sans surprise. J'espère vraiment que les Viking Raiders pourront avoir un truc un petit peu nouveau et commencer recommencer sur une bonne lancée, parce que vraiment là ils sont un peu décrédibilisés, ils sont plus pareils qu'avant, et c'est un peu dommage pour eux, mais tant mieux pour eux aussi. En Asie aussi, qui est vraiment construit d'une bonne manière et mis bien avant par la WWE. Donc j'espère que ça va continuer par l'avenir. D'ailleurs, Michael Cole entre-temps nous rappelle comment va se dérouler du coup le tournoi pour le titre poids lourd, pour désigner qui sera le premier champion de poids lourd. Déjà Triple H nous a expliqué dans la conférence de presse d'avant Backlash que en gros on aura deux triple threat matchs à Raw et SmackDown cette semaine. Du coup après, dès que la draft, dès que Backlash sera terminé, on aura deux triple threat matchs à Raw et deux triple threat matchs à SmackDown. Chaque vainqueur de chaque triple threat vont s'affronter du coup dans le main event du show respectif. Donc en gros, les deux vainqueurs de triple threat match de Raw s'affronteront dans le main event. Et le vainqueur du coup de ces deux main events de Raw et de SmackDown s'affronteront du coup à Night of Champions pour désigner qui sera le premier champion poids lourd. C'est un peu incohérent puisque normalement c'est un titre qui devrait rester à Raw. Finalement, on a des catcheurs de SmackDown qui sont impliqués là-dedans. Bon, à la limite, on peut se dire que si c'est un catcheur de SmackDown qui remporte le titre, il sera drafté directement à Raw, puisque le titre est à Raw. Mais c'est toujours incohérent, puisque c'est la WWE qui décide qui est drafté où. Et s'ils avaient vraiment envie de faire gagner un mec de SmackDown, euh, ils avaient envie de le faire devenir champion, bah fallait le drafter à Raw plus tôt. Du coup, ouais, la cohérence à la WWE, c'est plus trop ce qui fonctionne très bien. Parce que en vrai, dans la logique, si le mec de SmackDown il affronte le mec de Raw, on a un petit peu spoilé directement sur le vainqueur du match. Même si c'est Rollins qui est face à quelqu'un d'autre, on sait que c'est Rollins va gagner dans tous les cas, logiquement. Mais là, c'est encore plus flagrant. Si tu mets un mec de Raw face à un mec de SmackDown pour le titre de Raw, bah on sait que ça va être le mec de Raw qui va gagner dans la logique, sinon la WWE l'aurait mis directement à Raw, la personne de SmackDown qui aurait dû gagner. À moins qu'il y ait une réelle explication derrière tout ça, qu'ils veulent faire ça pour effectuer un échange comme ça que Cody Rhodes il échange avec le mec de SmackDown, bah à ce moment-là c'est toujours la même chose. Cody Rhodes fallait drafter du coup à Raw, à SmackDown au lieu de le drafter à Raw. Enfin bref, j'essaye de me faire plusieurs scénarios dans la tête pour essayer de justifier un petit peu ça, mais ça reste toujours incohérent. En plus, j'ai deux trois scénarios plausibles qui peuvent me survenir dans la tête qui m'énerveraient déjà. J'imagine déjà Sosikoa qui remporte tous les matchs de SmackDown. Du coup, il affronte Seth Rollins, imaginons, à Night of Champions pour le titre. Et à ce moment-là, t'as Cody Rhodes qui vient empêcher Sosikoa de remporter le match. Comme ça, il a sa petite revanche sur WrestleMania. Enfin bref, c'est juste relou et c'est pas intéressant. Et c'est comme ça que tu vas décrédibiliser le titre de Raw plus qu'autre chose. Enfin bref. Ensuite, on a Bianca Belair qui a fait son entrée. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais comme le SmackDown c'était à Puerto Rico, et j'imagine que la disposition de l'arène de là où s'est déroulé le show ne pouvait pas permettre à la WWE de refaire le même stage que SmackDown et Raw d'habitude. Du coup, ils ont fait un stage un peu différent, un petit peu celui qui ressemblait à celui de Royal Rumble cette année, avec la rampe qui est un petit peu en virage et avec un stage un petit peu plus petit. Et je trouvais ça très stylé, ça change de voir un SmackDown comme ça. Et ça, en vrai, c'est pas forcément que le stage était beau, c'est juste que c'était différent de ce qu'on peut voir d'habitude avec les gros écrans. Et ça m'a vraiment donné de la fraîcheur, ça m'a vraiment rappelé que vraiment faut qu'on change de stage pendant les weekly parce que là c'est plus possible. D'ailleurs, on avait l'intro du show, c'était avec un drone qui était très stylé, qui était en dehors de l'arène puis qui rentre dans l'arène. J'ai trouvé ça incroyable. En plus, la foule était vraiment chaude, c'était franchement ouf et j'ai hâte de voir le replay de Backlash parce que encore une fois je le regarderai pas en direct pour voir comment la foule a pu réagir à tous ces matchs.
Enfin bref, on a Bianca Belair qui a été accueillie encore une fois franchement très très bien par le public, peu importe où elle va. C'est vraiment une grosse babyface et là la grosse babyface de la compagnie. Et du coup, elle a parlé de son match face à Io Sky. Et elle nous a dit du coup que quand elle aura défendu, enfin quand elle aura défendu avec succès son titre ce dimanche à Backlash, enfin ce samedi à Backlash, bah à minuit directement ça fera officiellement un an, plus d'un an qu'elle est championne il me semble. Et du coup, elle deviendra la championne féminine au règne le plus long de l'ère moderne. Donc c'est bien à savoir, mais elle a l'air très confiante en le disant. Io Sky c'est pas non plus n'importe qui. Donc peut-être, en vrai peut-être une surprise. Moi ça me dérangerait pas trop d'avoir Io Sky qui détrône Bianca Belair. Vraiment une grosse surprise pour lancer une nouvelle chose, une nouvelle dynamique. Je trouverais ça super personnellement. Mais bon, Bianca Belair, même processus que Roman Reigns. Invincible, elle perdra jamais, sauf que elle, au contraire de Roman Reigns, elle est souvent présente. Enfin bref, ensuite on a Damage Control qui ont intervenu, enfin qui sont arrivés pour couper Bianca Belair, et on a eu un petit segment que j'ai trouvé assez sympa où on aura Damage Control, du coup Bailey et Dakota Kai qui vont pousser Bianca Belair, mais ils vont la pousser sur Io Sky. Io Sky qui va paraître un petit peu fort, elle va faire un missile dropkick à Bianca Belair, j'ai trouvé vraiment ça sympa. Ensuite on a les championnes féminines qui sont championnes par équipe féminine qui sont intervenues. Enfin bref, grosse bagarre. Je trouvais que c'était un segment plutôt super et un bon petit segment pour mettre en valeur la division féminine et, et lancer les hostilités avant de passer au match principal. Ensuite, on a eu un tag team match entre Street Profits et Imperium. Au départ, quand j'ai vu que le match était annoncé, je me suis dit, attends, mais pourquoi ils ne gardent pas ce programme-là pour la suite? Et puis je me suis rappelé qu'ils étaient tous les deux désormais dans un roster différent. Donc tant mieux, on a eu ce match-là avant que ce soit plus trop possible, même si vu où là on est parti, on sait que la draft va pas durer très très longtemps et que ça va pas mettre 30 ans avant que ça redevienne comme avant où chacun va où ce qu'il veut et c'est un peu nul. Enfin bref, victoire des Street Profits, dommage pour Imperium. C'est vrai qu'on a Gunther qui paraît fort et qui remporte tous ses matchs, mais si à côté t'as Imperium qui est un petit peu en dessous de tout ça, c'est. Franchement, je trouve ça dommage personnellement. Je trouve ça dommage qu'il y a toujours dans les clans de la WWE, il y a toujours euh, le mec qui est au-dessus et les autres qui sont en dessous. C'est vraiment ce qui me dérange beaucoup, même si c'est normal qu'il doit y avoir une hiérarchie quand tu crées un clan. Il y en a un qui doit être au-dessus de l'autre, enfin un qui doit être au-dessus des autres forcément puisque ce sera le leader. Mais là où t'as vraiment un qui est fort et les autres ils sont pas forts du tout, c'est juste franchement dommage. C'est ce que je retrouve par exemple un peu avec Judgment Day où on a vraiment Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui gagnent quasi tous leurs matchs. À côté de ça, t'as Damian Priest qui gagne quand même ses matchs mais qui a peu d'opportunités. Et à côté de ça, t'as Finn Balor qui perd tous ses matchs. Donc c'est vraiment. Ouais, un peu ça m'énerve un petit peu personnellement. Ensuite, Cody Rhodes va faire son entrée, encore une fois très très over et la foule était vraiment chaude pour Cody Rhodes. Il va arriver dans le ring, il va faire une promo assez sympa pour encore une fois continuer de construire son programme face à Brock Lesnar qui était pas là ce soir. Logique un petit peu, il est pas non plus souvent là Brock Lesnar, même s'il est déjà pas mal présent. Mais du coup, il va parler de Brock Lesnar, il va dire encore une fois qu'il n'a pas eu d'explication de la part de Brock Lesnar, mais peut-être qu'il va lui donner des explications une fois qu'il aura battu Brock Lesnar du coup à Backlash. Ensuite, il va dire qu'il a déjà dit qu'il avait eu peur de Brock Lesnar et que tout le monde devrait avoir peur de Brock Lesnar. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas le moment pour lui d'avoir peur, parce qu'il va ramener la douleur et le faire perdre à Backlash, et qu'après ça, il pourra quitter cette île, du coup quitter Puerto Rico en continuant ce qu'il n'a pas encore terminé, finir son histoire du coup. Donc là, j'imagine qu'il parle de Roman Reigns. Et c'est sympa de voir qu'il continue réellement de parler de ça, même que ce soit à la télévision, dans les programmes de WWE ou en interview. On voit que c'est toujours son objectif numéro un et j'espère qu'ils vont pas quitter ça des yeux, la WWE. Mais bon, faut pas mettre 30 ans non plus. WrestleMania 40, c'est quand même assez loin. Et je préférais que ça se fasse un petit peu plus tôt. Enfin bref, j'ai déjà parlé énormément de fois de ce sujet-là. Je vais pas encore ramener ce sujet sur la table. Mais très belle promo de Cody Rhodes, encore une fois en promo actuellement. Cody Rhodes il est vraiment imbattable que ce soit à la WWE ou ailleurs, c'est vraiment l'un des meilleurs. Ensuite on a eu Shinsuke Nakamura contre Karrion Cross, histoire de terminer cette histoire là qui a commencé depuis pas très longtemps puisqu'ils vont tous les deux être dans des rosters séparés. Encore une fois très belle entrée de Shinsuke Nakamura qui va se faire lui aussi acclamer énormément par la foule. On ressent que Shinsuke Nakamura de semaine en semaine on retrouve cette aura qu'il avait il y a un moment, qu'il avait un petit peu perdu ces derniers temps, mais là on retrouve vraiment que Shinsuke redevient le vrai Shinsuke, ça fait plaisir. Il va remporter évidemment son match face à Karrion Cross. J'ai pas trouvé Karrion Cross avait sous-performé. Après, je sais pas ce que je lui demande personnellement à Karrion Cross de faire des bons matchs. Je sais que c'est pas l'un des meilleurs workers in ring. Euh, c'est vraiment un tout en fait Karrion Cross et c'est vraiment juste le juste milieu qu'il a pas réussi à trouver à la WWE dans main roster en tout cas,
qu'il avait un petit peu vers ses débuts du côté des NXT, où j'ai vraiment trouvé ça sympa, même s'il était vraiment overbooké, je trouve. Mais je pense que je suis persuadé qu'Aaron Cross il peut fonctionner, c'est juste qu'il faut trouver le juste milieu, il faut juste un vrai programme long, solide, où on lui donne vraiment ses chances pour qu'il se trouve et que vraiment les gens portent de l'intérêt autour de Karen Cross parce que il a le physique, il a le mic skill, même si c'est pas le meilleur, le meilleur parleur au micro. Il a la présentation, il a l'entrée. En vrai, il a tout Karen Cross, mis à part le in-ring qui est un petit peu plus fragile. Mais je pense qu'il a tout pour réussir personnellement, Karen Cross. Juste un petit peu ennuyant actuellement et les fans sont pas très intéressés par lui. Après, on lui a pas donné non plus toutes les bonnes feuds de Rey Mysterio, c'était peut-être pas la bonne chose à faire. Vu l'overness de Rey Mysterio, après c'est une bonne chose aussi. Madcap Moss, on s'en foutait un petit peu. Drew McIntyre, on s'en foutait énormément. Et là, Shinsuke Nakamura, c'est un petit peu bancal, je trouve personnellement. Ensuite, en backstage, on a eu plusieurs segments. J'y reviendrai un peu à la fin du show où je vous parlerai de ces segments qui étaient assez intéressants. Mais du coup, après, on a eu le main event, Mixed Tag Team Match, Rey Mysterio et Zelina Vega face à Rhea Ripley et Dominic Mysterio. J'aime pas trop ce genre de construction pour, en gros, avoir des matchs où le challenger et le champion, enfin, là, en l'occurrence, la challengeuse et la championne, s'affrontent dans un match, pas un contre un, pas pour le titre, mais s'affrontent quand même quelques heures, quelques jours, même quelques semaines avant le show. Je suis pas très fan de ça, de ce genre de construction. Mais c'était quand même intéressant, victoire de Rey Mysterio et Zelina Vega, enfin, première victoire pour LWO. C'est vraiment ouf. Il a fallu attendre presque plus d'un mois pour avoir une victoire pour eux. Enfin bref, après le match, on a Finn Balor, Dominic Mysterio, comme d'habitude, qui viennent attaquer LWO. Je dis comme d'habitude, c'est pas Finn Balor et Dominic Mysterio, d'habitude c'est Damian Priest, Dominic, enfin bref. Il y a toujours un membre de Judgment Day qui attaque directement après le match. Toujours même construction. Et puis du coup, on a Bad Bunny qui va faire son entrée, acclamé par la foule. Il va arriver avec un kendo stick, je crois, grosse pop pour lui. Il va aller sauver LWO, enfin surtout Rey Mysterio et Zelina Vega qui étaient tous les deux tout seuls, ils n'avaient pas Santos Escobar et les gars de Fantasma avec eux. Du coup ils sont venus les sauver et après à la fin Rey Mysterio il a donné un t-shirt LWO à Bad Bunny et on a terminé là-dessus sur une belle image, Bad Bunny qui fait partie des LWO, je pense pas que ce sera sur le long terme mais au moins ça fera un membre guest et je trouve ça sympa de me dire que dans la nouvelle génération d'LWO on a eu Bad Bunny, c'est assez fun, même si encore une fois je suis pas fan d'avoir ce genre d'invités à la WWE, de célébrités qui n'ont rien à voir avec le catch, qui viennent faire des apparitions une fois de temps en temps. Je suis pas méga fan. Pour moi, c'est soit tu te mets à fond là-dedans et que tu vas catcher comme un vrai catcheur chaque semaine, chaque jour. Enfin, chaque jour, j'abuse. Mais chaque semaine, chaque mois. Soit tu le fais pas, mais bon. Après, encore une fois, chacun son avis autour de ça. J'aime beaucoup les performances de Bad Bunny et Logan Paul, mais faut que ça reste loin des programmes habituels à la WWE, je trouve. Enfin bref, c'est la fin de cette review de SmackDown. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Je trouve que c'était un show assez solide. Surtout la foule qui a porté un petit peu le show. Je trouvais ça super bien. Hâte de voir Backlash malgré que la carte me hype pas plus que ça. Euh, Après, ça me dérange pas moi d'avoir des cartes un petit peu plus légères. J'avais dit que j'allais vous dire qu'est-ce qui s'est passé durant les segments. Du coup, on a eu un segment avec So Sikoa et Jey Uso et Jimmy Uso qui m'a marqué un petit peu. Parce que So Sikoa va mettre en garde un petit peu les Uso, je crois. Il va dire qu'il était prêt pour Backlash mais que si enfin en gros il a mis en garde les Usos s'ils étaient pas prêts, il regarde son pouce et là gros coup de pression, c'était quand même un gros tease pour Backlash. J'espère que qu'on va bien avancer dans l'histoire et que ça se passe ou non, j'espère juste qu'on va bien avancer dans l'histoire. Et aussi un segment avec Adam Pearce, Cameron Grimes et Baron Corbin. Du coup Cameron Grimes sera la nouvelle recrue de SmackDown qui s'est effrité un petit peu avec Baron Corbin qui est free agent du coup. Et la semaine prochaine, du coup, on aura les débuts de Cameron Grimes face à Baron Corbin. Et il y a quelques rumeurs qui disent que Cameron Grimes il pourrait se faire pêcher parce que Triple H aime beaucoup ce catcher. Enfin bref, encore une fois, c'est la fin de cette review. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'elle catch sport. Bisous bisous.